Welcome to the Parenthood Collective podcast. Mené par des experts, nous partageons des discussions enrichissantes et des échanges inspirants. Get your latte or your ete and let's get started. Donc, on ouvre la Q&A session. Alors, je vous remercie déjà d'avoir organisé ce Parenthood Collective parce que c'est très intéressant pour nous. Ça nous apporte beaucoup d'informations. Là, j'en suis à ma deuxième grossesse. La première, je l'ai eue quand il y avait la période de Covid, donc c'était plus simple. J'avais plus de simplicité à gérer plusieurs choses, que ce soit l'allaitement ou la présence avec mon enfant. Ben là, ça change et j'appréhende plusieurs choses. Déjà, la reprise de travail. J'ai un métier qui fait que j'arrête de travailler dès que j'apprends que je suis enceinte. Je suis en soi-disant un congé prénatal. Et du coup, je me pose la question à la reprise, est-ce que j'aurai droit à ces 90 jours en plus, sachant que j'ai arrêté de travailler dès que j'ai appris que je suis enceinte. Vous avez arrêté de travailler pendant combien de temps? Dès le premier mois. Et donc, vous avez bénéficié de combien de jours de... Là, je suis à mon 4e mois de grossesse. D'accord. Donc, vous avez arrêté de travailler pendant 4 mois, c'est bien ça? Oui, et ça va continuer jusqu'à l'accouchement où j'aurai mes 14 semaines. Ok. Mais je me demande, est-ce que j'ai encore le droit de demander les 90 jours? Oui. Est-ce que votre employeur, vous avez une convention avec lui qui vous permet justement de vous absenter pendant toute cette période? En fait, pour être plus clair, j'ai un métier de pilote de ligne. D'accord. Étant enceinte, on n'a pas le droit d'exercer notre métier. Justement, oui. Voilà. Oui, je comprends. Mais donc c'est pas un choix, je suis obligée de ne pas exercer. D'accord. Oui, parce qu'il a l'obligation d'alléger votre travail, je comprends. Maintenant, de là à le suspendre, oui, je comprends dans votre cas également. Donc oui, effectivement, vous avez droit à vos 90 jours après les 14 semaines parce que avant c'était en fait vous avez arrêté votre travail parce que justement vous aviez pas la capacité physique pour travailler, pour assister, etc. Par contre, les 14 semaines de votre congé de maternité, vous allez en bénéficier. Et après les 14 semaines, bien sûr, vous avez le droit de vous absenter encore 90 jours. Mais encore une fois, il faut informer votre employeur 15 jours avant la fin de votre congé de maternité. D'accord. Et j'ai une autre question concernant à la reprise. Une fois que j'aurai repris, on a droit à 30 minutes d'allaitement, voilà. Le matin et 30 minutes. Ce qui n'est pas réalisable dans mon cas. Comment mon employeur peut s'arranger? Parce que à un certain moment, il me permettait de faire des allers-retours. Ça veut dire je partais le matin, je rentrais le soir chez moi. D'accord. Mais ayant changé de secteur de travail, enfin le secteur, donc je dois m'absenter des fois 3-4 jours. Et auquel cas, je sais pas comment on peut. Est-ce qu'il y a une possibilité? Comment vous pouvez bénéficier? Vous pouvez faire des pauses. Vous pouvez faire des pauses pour tirer. Justement, je reviens tout à l'heure à ce que j'ai dit. Maintenant, le tire-lit n'est plus un accessoire pour les femmes qui travaillent. Vous pouvez prendre votre pause pour tirer. Parce que de toute façon, vous ne serez pas sur le territoire peut-être. C'est ça. Donc, voilà, la solution est là. Et je pense qu'avec Mamia, c'est encore plus simple. Oui, ça a l'air. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup على هاد التوعية déjà اللي كديرونا. Alors ma question pour vous. Alors déjà ma grossesse est précieuse après 7 ans. Donc je suis très perfectionniste et خايفة بزاف. Surtout j'ai perdu ma mère et في هذيك الخوف et l'attachement avec mon bébé. Je m'excuse. خايفة ديك التعلق اللي انا دابا كنحسو مع ولدي. خايفه جو سي با كيفاش غادي نشرح لك مي خايفه نخسرو خايفه نموت خايفه ما عرفتش واحد الكومول كبير بزاف دونك فوالا سورتو كنت متعلقه بزاف افيك مامون الله يرحمها دونك فوالا ميرسي بوكو. وي شنو الاسم ديالك؟ حفصة أولا كنحييك على الشجاعة ديالك باش أنك تهضري على هذا الموضوع بهذه الطريقة وأنك تبيني المشاعر ديالك. هذه أهم حاجة إلا بغيتي تجاوزي واحد لو دوي هو التعبير على المشاعر باش ما تكتميهمش ومن بعد يبقاو يزعجوك من بعد. هو في الحقيقة العلاقة اللي كتكون كتبنى مع الطفل في واحد الوقيته اللي فيها ان دوي كتقدر تكون صعيبة بزاف ولكن ماشي صعيب أنك تجاوزيها. أهم حاجة هو أنك تقبلي واحد المراحل اللي غادي تدوسي منها دابور في هذاك لو بروسيسوس دو دوي انديفيدويل
ماتيريال ديالك انك ما تكونيش اكزيجونت بزاف مع راسك هذوك لي هاي ستاندردز انك حاطه على راسك واحد الطريقه مثاليه باش انك تكوني كيف ما قلت توتالور راه الله يحسن العوان كل واحد وشنو كيعيش وكاين بزاف ديال الاشياء اللي تقدر تكون اجتماعيه في الوقيته ديال هذاك فين هذيك العلاقه كتبنى دابور المراحل c'est à cause de ça j'ai démissionné pour rester avec mon bébé genre j'essaie le maximum de profiter avec mon bébé déjà comme c'est une grossesse précieuse donc je voulais juste des astuces باش ما نبقاش perfectionniste حيت كيوصل لاخر النهار كنلقى راسي épuisée. وي الوغ اول حاجه اللي خصك تفهمي هي واش انتي بيرفكسيونيست في الشخصيه ديالك دونك اسكو سي ان تري دو بيرسوناليتي ولا ديفلوبيتي واحد لو بيرفكسيونيزم سويت ا سيت بيرت اللي كانت عندك سيتادير باسكو vous avez perdu votre maman وليتي متعلقه بزاف مع الطفل ديالك en fait قبل من ديما وانا كنحس براسي اي حاجه خصها تكون في بلاصتها اي حاجه خصها تكون كوريكت اي حاجه خصها تكون نيكل في بلاصتها دونك فوالا وي دونك شي حوايج اللي في الشخصيه وبحال هاد ليفينمون هاد لا بيرت الي فينو ديكلانشي شي حوايج في الشخصيه ديالك اكزاكتومون وي انا اول حاجه اللي خصك تقدري تعاملي بها هو انك تفهمي هاد لي زيكزيجونس انه شنو اللي كيجيبوا لك دو بوزيتيف باسكو شي حاجه اللي كتبقى في الشخصيه ça veut dire que quelque part لقيتي فيها راحتك en quelque sorte ما يمكنش نبقاو فواحد لو شيما الا ما كانش كيجيب لينا واحد لو بينيفيس quelque part دونك الا كانت الطريقه اللي ديتورني باش انك تاخدي هذاك لو بينيفيس حيت بعض المرات الناس اللي اكزيجون كيبغيوش يتفرقوا من هذاك لو شيما ديالهم باسكو بوغ سي سكي افي كو سو سون دي بيرسون ريوسي هكا باش ينجحوا في الحياه ديالهم هكا انهم يقدروا يتجاوزوا بزاف ديال الصعوبات دونك صعيب انك تبدلي الطريقه ديال التعامل ديالك دابور انك تفهمي لي زيكزيجونس سكوندير ما ترديش انك تطلبي المساعده ديال الاخصائيه واخصائيه نفسانيه في هذا المجال باش ما ديريش هذه الخدمه ديالك بوحدك على حيت صعيب انك بحال شي واحد سور ان بالكون صعيب انك تشوفي راسك غاديه تشوفي راسك كيفاش كتعاملي سي تري امبورطون اي دوموندي دو ليد ان يكون عندك ان سوتيان سوسيال بعدا او موان باش انك الطريقه ديال بور لانستون طونك هاد لي زيكزيجونس كاينين ما تكونيش يفو ديليغي كالكو بار ما تكونيش انت بوحدك اللي كتعاملي مع هذوك لي زيكزيجونس بيرسونيل ديالك. Et parfois, il y a des petits tips, peut-être que Lina, elle peut nous en parler aussi. C'est-à-dire, sur le moment, فاش كتقولي مع راسك خاصني ندير تسولي راسك شنو اللي انت باغا ديري. الصباح كنفيق كنلقى لا تو دو ليست فريمون عامره يعني خاصني نجري في النهار باش ندير هادي وهادي 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 الا ما درتهاش كنحس براسي ماشي ساتيسفيت على راسي. وي لو بروبليم ديال لي تو دو ليست اللي كيكونوا عامرين بزاف سي لو ميغ موين دو ريان فير او فينال باسكو تو فا بروكراسي تالمون واحد الخلعه كتجيك على ود هذاك الاشياء كامله اللي كيجيوك ا مومون بحال واحد الجبل كتكوني لتحت ومازال ما قادراش تشوفي شنو غادي ديري. دونك اول حاجه دونك لا بروميير ايتاب هو انك تعاملي مع هذه المساله بجديه انك تقولي مع راسك شي حوايج اللي نفسيه بحال جسديه كيف ما غنمشيو عند واحد الطبيب اننا غادي نقدروا نخدموا على واحد المرض او اضطراب جسدي غادي نقدروا نهضروا مع دي زيكسبير دون لو دومين باش انك تفهمي شي حوايج في الشخصيه ديالك انك تطلبي المساعده سي تري امبورطون هذه شجاعه كبيره كيف ما الشجاعه انك تهضري على هذا الموضوع هنايا. وثاني حاجه هو انك تفهمي شنو هما الحوايج اللي كيجيبوا لك هاد لي زيكزيجونس الفي فيزافي دو فو ميم شنو الحوايج اللي استفدتي منهم باش او موان تلقاي واحد الطريقه اخرى باش انك تجاوبي معاهم. وثالث حاجه لو سوتيان سوسيال تري امبورطون. ميرسي à vous. Alors ça fait énormément plaisir d'assister avec vous à les conférences. Alors, j'ai deux questions. La première à Madame Rim Heddiwi, comme d'habitude, et la deuxième pour Madame Rim. Alors, la première, c'est que j'ai un petit problème au niveau de l'allaitement, au niveau du sein gauche. Ma petite, elle refuse toujours le sein gauche. Je sais pas pourquoi. La vérité, le lait m'aniche bzaf had le sein. Est-ce qu'il y a une possibilité باش نعاود نحببها في هذا لو سان هذا ou est-ce que je dois tirer ou pas? Et la deuxième question pour Madame Rim. Alors l'âge من 0 حتى ل 3 ans, est-ce que زعما vraiment les bébés عندهم ان بروبليم بسيكولوجيك c'est-à-dire que خصنا نبقاو نفكروا ما نضربوش قدامهم ما نغوتوش عليهم ما نديروش دي بروبليم حداهم واش vraiment on doit se soucier de ça
ولا un bébé de 0 à 3 ans ما كيفكرش اصلا ما كاينش في هذا العالم يعني on le laisse tranquille واخا حنا نديروا لا notre vie quotidienne normale ولا on doit vraiment se soucier à ce problème là وبغيت نسولك واش انا في un problème le fait que je suis pas داك le genre ديال maman اللي trop soucieuse يعني مامون بول وداكشي واش انا عندي ان بروبليم ولا زعما انا جو سوي نورمال كنحس راسي بانني زعما جو في لو ماكسيموم افيك مون بيبي ولكن سون كو جو سوا ترو اوفر مع جو سوي با واش انا جو سوي با بيان ولا يجيني الله ميرسي بوكو ميرسي. Alors, par rapport à ta première question, donc le problème avec le sein gauche. Alors, la majorité des bébés ont une préférence. Mais en fait, c'est pas le bébé qui a une préférence. Souvent, c'est la maman qui est plus à l'aise et qui donne plus souvent, dans ton cas, par exemple, le sein droit. C'est-à-dire, quand tu allaites, tu vas penser à alterner droite-gauche, mais quand elle a déjà mangé, mais elle pleure, tu vas donner le sein droit. Quand tu sais pas ce qu'elle a, tu vas donner le sein droit. Et du coup, le bébé, il développe cette préférence. Et évidemment, l'autre sein, le sein délaissé, la lactation va baisser. Maintenant, elle le prend pas du tout. Elle le refuse complètement. Elle le prend. D'accord. Alors moi, ce que je te propose, et elle a quel âge? D'abord, presque 5 mois. Presque 5 mois, d'accord. Alors moi, ce que je te propose déjà, bon, à 5 mois, entre guillemets, mais on peut essayer, c'est-à-dire qu'au lieu de l'allaiter en position, ce qu'on appelle la madone, la position normale, c'est de lui donner dans l'autre sens. C'est-à-dire que donc le sein gauche, il est là, sa tête est là et son corps est sur le côté, ce qu'on appelle la position ballon de rugby. C'est-à-dire que Hiya, dans sa tête, elle a l'impression de téter ce sein-là, parce que si je la prends comme ça, elle tète le sein droit, et je la fais glisser, elle change pas de position, mais elle prend le sein gauche. Ah. Alors, chez les petits bébés, en général, ça se passe bien. D'abord, 5 mois, elle peut, mais tu peux essayer ça. Effectivement. Deuxième chose, aussi maintenant, ce qui va la déranger, c'est que le flux va être plus lent sur Hadak le sein, puisque la lactation donc elle s'énerve. Donc elle va s'énerver. Oui. Sauf la nuit, qui ça, ma fille, vraiment joue et tout, elle va le prendre un petit peu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà à chaque fois que tu donnes le sein droit, en même temps, tu branches le tire-lait sur le sein gauche. En même temps. En même temps. Idéalement, ça te permet de gagner du temps, etc. Donc, elle dit que les 15 minutes ou là, les 20 minutes de tété, tu tires. Tu fais ça systématiquement. Là, on remplace, elle dit que la tétée, ce qui fait qu'on va essayer de rebooster la lactation du sein gauche. Surtout qu'elle est encore petite, 5 mois. Oui. Inch'Allah, pour ton allaitement. Oui. Donc, tu peux faire là, surtout que je fais l'allaitement exclusif. Donc, voilà, donc raison de plus. Donc, on peut déjà faire, à chaque fois qu'elle prend le sein droit, stimuler le sein gauche avec le tire-lait. D'accord. Et on peut essayer d'instaurer 1 à 2 power pumping par jour. Alors le power pumping, c'est un programme de tirage qui dure 1 heure, mais qui ne se fait pas en 1 heure d'affilée. C'est-à-dire qu'on tire pendant 20 minutes, pause de 10 minutes, on tire 10 minutes, pause de 10 minutes, jusqu'à cumuler 60 minutes. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être largement fait même au travail. Encore une fois, avec le tire-lait main libre, Mamia, c'est très pratique. Même au travail, tu le mets. Il suffit juste de mettre on-off après 10 minutes, après les premières 10 minutes, etc. Et tu fais ça 2 fois par jour et idéalement à heure fixe. Encore une fois, par exemple 10h et 22h. Tous les jours, au minimum pendant 10 jours. Déjà, tu vas augmenter ta lactation. Ça va te permettre d'avoir du stock puisque je pense que tu as repris le travail depuis très longtemps de mémoire. Et donc, ça va te faire du stock. Et puis, le fait que ce sein se mette à produire plus, il se peut qu'elle l'accepte. Puisque ce qui doit la déranger, en tout cas, au début, elle l'a accepté pour une raison X, elle a refusé pour une raison X, mais aujourd'hui, elle le refuse certainement à cause du débit. Donc, en augmentant le débit de ce sein, il y a déjà plus de chances qu'elle l'accepte. Merci. Merci beaucoup, voilà. Madame Marie. Oui, alors pour la question des enfants de 0 à 3 ans, est-ce qu'il va s'en souvenir? Non, certainement pas, parce que c'est à partir de 3 ans qu'on développe justement la mémoire et les souvenirs. Mais
ça affecte le lien que vous avez avec lui. C'est-à-dire que ces conflits-là vont vous affecter vous en tant que mère et vous êtes sa figure d'attachement principale qui va développer un lien affectif avec lui. C'est-à-dire après un conflit, on peut devenir évitante ou un peu en colère ou un peu stressée et le bébé ressent tout ça. Donc l'idée, et c'est même pas avant 3 ans, c'est même depuis la grossesse. La grossesse. Ouais, depuis la grossesse, on ressent l'état psychologique de la maman, même avant 3 ans. Donc, mais par contre, après, on peut relier ces affects, les émotions après 3 ans. Ces émotions sont reliées à des représentations, c'est-à-dire des souvenirs. Donc, il faut être très attentif à ce stade-là, à partir de 3 ans. Oui. Juste que c'est compliqué, on a forcément des conflits. On va vivre d'ailleurs dans un couple, le conflit, c'est un moment privilégié de fixer des limites. Heureusement qu'il y en a, parce que c'est l'occasion de discuter, de dire moi j'accepte pas ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais à condition qu'il n'y ait pas de la violence non plus et qu'il n'y ait pas non plus que ça n'aille pas dans tous les sens ou de hausser le ton alors qu'il y a un enfant, etc. Mais si vous pensez que ça vous a affecté d'une manière ou d'une autre, tout à l'heure on le disait, l'essentiel c'est pas la quantité mais la qualité de la relation. C'est-à-dire si je sens que je viens de sortir d'une situation conflictuelle où mon patron m'a dit quelque chose qui n'allait pas trop, c'est peut-être pas le moment. Il vaut mieux prendre un moment d'avoir des ressources personnelles, de faire ce que vous aimez faire pour que ça au moins on puisse se défouler de tout ce stress pour mieux revenir par la suite. Mais sinon il n'y a pas forcément de règles au sujet de la mère poule ou de la mère qui n'est pas présente. Je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que parfois on surpathologise tout est pathologique, alors que non, c'est normal. Il y a différentes personnalités de mamans. Des mamans qui sont très dans l'humour. Elle va prendre tout avec beaucoup de sarcasme. Elle va rigoler de tous les commentaires qu'on va lui faire, et d'autres qui vont mal le prendre et ça va provoquer chez elle un sentiment d'imperfection et d'échec et que ça va pas du tout, alors que d'autres qui le prennent normal, plutôt bien, plutôt mal ou plutôt bien. Et ça dépend des relations précoces que ces mamans ont eues dans l'enfance. Parce que justement chaque être humain est un monde quelque part. C'est même dans un couple, c'est la confrontation de 2 mondes et chacun avec sa représentation idéale de la famille, la représentation idéale de la maternité, de la paternité. Chez la maman, ça se développe très tôt parce que c'est elle qui porte l'enfant. Pour un père, par exemple, ça peut prendre énormément de temps pour que lui puisse s'identifier à cette identité de père, parce qu'il voit un enfant qui est pas sorti de lui, ça va prendre beaucoup plus de temps de se construire, et selon les papas aussi. Donc finalement pour les mères, ça peut prendre du temps pour se créer, comme ça peut être avec que principalement des moments de qualité, mais chez vous la Bouddha tout le temps 24 heures sur 24 dans une relation fusionnelle. En général, cette relation c'est 0-3 ans justement, où on répond à tous les besoins, et c'est très important d'être suffisamment bonne, de répondre à ses besoins, mais petit à petit on se détache, et c'est complètement, et ça devrait être comme ça. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup pour ce panel. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des mamans comme nous qui ont peur, qui feel guilty, parce que, comme a dit Madame Rim, parce que dans nos entourages, nous avons beaucoup de unsolicited advices, et ils te disent tout ça. Nous avons tous eu des bébés, nous n'avons pas eu ces peurs, etc. Ça change vraiment. Bear with me. J'ai quelques questions si c'est possible. Premièrement, pour Madame Mriem, je reviens au travail ce mercredi, après 6 mois. Bon courage. Je suis avec mon bébé. Et je voulais savoir combien de biberons elle doit prendre par jour, par exemple. Et parce que, par exemple, mon bébé ne veut pas prendre le biberon. Et Sarah, moi aussi, je veux pas. Parce que je pense que c'est un lien entre nous, je veux pas le perdre. Ou c'est possible, vraiment, un seul biberon ou 2, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Par exemple, une seringue ou un genre de biberon, les mamans. Il va pas faire de confusion maintenant qu'il a 6 mois. Alors, j'aime beaucoup ta question. Mon bébé refuse le biberon, mais moi aussi je veux pas qu'il le prenne, parce que tu as peur qu'on te vole cet instant, en sachant que personne ne va la nourrir au sein à part toi évidemment. Mais j'aime beaucoup. C'est très intéressant cette phrase. Je veux qu'elle soit autonome, je veux qu'elle s'alimente et qu'elle se nourrisse en mon absence, mais en même temps je suis tellement contente qu'elle refuse le biberon. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors à 6 mois.
il y a des grandes chances qu'elle ne prenne jamais le biberon. D'accord. Après, on a vu des miracles. Maintenant, est-ce qu'elle a démarré la diversification alimentaire ou pas encore? Oui, mais c'est très léger. De toute façon, d'accord. Alors, et ta journée de travail? C'est assez flexible. Par exemple, c'est 9h, 15h, 16h. J'ai aussi du télétravail. D'accord. Alors, c'est les 2-3 jours que je suis pas avec elle. D'accord. Donc, 2-3 jours où tu n'es pas avec elle. Est-ce que tu vas rentrer à la maison entre midi et 2? Non. Non, d'accord. Donc, les jours où tu n'es pas avec elle, donc 9h à 15h, il faut qu'on trouve un moyen de l'alimenter. Alors, à 6 mois, on peut facilement lui faire prendre du lait autrement qu'au biberon, c'est-à-dire dans une tasse à bec, une tasse... alors, la paille, ça dépend des bébés, mais on peut essayer aussi avec la paille, ou tout simplement dans un verre. Un verre caisse, elle dit. Il faut essayer. Alors, la seringue, je ne pense pas qu'à 6 mois, elle l'accepte. La cuillère non plus, ça va prendre des heures. Maintenant, il faut pas que ça te stresse. Alors déjà, c'est que 2 à 3 jours par semaine. Donc déjà, c'est pas énorme. Maintenant, en ton absence, il se peut qu'elle prenne juste de quoi elle va pas se nourrir. C'est pas très grave puisque la journée est courte. Donc évidemment, avant d'aller travailler, tu l'allaites au maximum. Et puis, en ton absence, la personne qui va la garder, elle va essayer avec elle, avec la tasse, avec le verre, avec la paille. 20 ml, 30 ml, 50 ml, c'est pas grave. Donc de 9h. Donc, si tu l'allaites juste avant, le prochain biberon, la prochaine fois qu'elle devra s'alimenter, ça sera peut-être vers 11h ou midi. Donc, l'irdatonzienne. Et encore une fois, vers 14-15h et à 16h, tu vas rentrer à la maison. Donc, c'est pas très grave. Il faut pas que ça vous stresse. Il faut pas que la personne qui la garde s'obstine à la gaver, en fait. Elle essaye. Sous forme de jeu, en jouant avec elle. Évidemment, ça va être ton lait qui va être laissé, c'est bien ça. Donc, c'est le même goût, donc c'est quelque chose de familier pour elle. Donc, elle va vouloir goûter, elle va jouer avec. Comme je t'ai dit, peut-être qu'elle va prendre juste des petites quantités, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé ne se laisse jamais mourir de faim. Donc, elle va prendre juste ce qu'il lui faut pour survivre et elle va t'attendre. Par contre, attends-toi à la Java une fois que tu rentres à la maison. Elle va plus te lâcher. Mais je pense que c'est ce que tu recherches aussi un petit peu. Donc, tout va bien. Je pense qu'on peut commencer la diversification. Elle a déjà commencé. Mais en général, à 6 mois, c'est très léger. C'est quelques cuillères de purée. Ça va pas être suffisant. Donc, ils vont jongler entre ces quelques cuillères de purée, de compote, ces quelques millilitres de lait maternel. Alors, dans le contenant. J'ai mal compris la diversification alimentaire pour mes enfants. Dans ce cas, je donnais des pots à 6 mois. Oui, ça dépend vraiment des bébés. Les bébés qui sont allaités exclusivement comme ça, très souvent, on préfère libre. Donc, ne t'inquiète pas. Elle va snacker pendant de 9h à 16h avec un peu de lait, un peu de compote, un peu de purée, un peu d'eau, et puis elle va t'attendre. Merci beaucoup. Notre question suit pour notre lawyer. Je voulais savoir, est-ce que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, j'ai pas vraiment trouvé une réponse concrète. Est-ce que le télétravail devient un acquis, même si ce n'est pas dans le contrat de travail, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous étiez au télétravail. Est-ce que l'employeur a le droit de diminuer les jours de télétravail? Bien sûr. Du moment que c'est pas prévu dans votre contrat de travail, en principe, il faut assister. Après, s'il vous permet de travailler à distance, le jour où il décidera de vous demander de vous présenter au sein de l'entreprise, il va falloir se présenter. D'accord. Et ma dernière question, c'est pour le coach. J'ai vu récemment un film et sur le film, ça parlait de postpartum et l'actrice, son mari, elle lui dit, oui, la femme que je me suis mariée avec, il lui dit, she died in childbirth. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai mouru lors de l'accouchement? Est-ce que je vais jamais revenir la femme que j'étais avant? Maintenant, je suis que maman. Merci. C'est une bonne question. C'est sûr que à l'arrivée d'un enfant, on fait le deuil aussi quelque part de notre vie d'avant. Et puis voilà, c'est un nouveau rôle qui arrive. On doit prendre nos marques. On n'apprend pas. Enfin, on ne naît pas maman. On apprend à devenir maman. Mais l'idée avec le temps, c'est de petit à petit redonner de la place aux différentes facettes qu'on avait. On n'est pas que maman. On n'est pas que épouse. On est aussi femme. On est aussi amie. C'est important aussi de se retrouver. Moi, les mamans que j'accompagne aussi, je leur donne vraiment, je leur dis, s'il vous plaît, c'est une prescription, 1 fois par année, de voyager seule, de vous retrouver avec vous-même, sans votre mari, sans votre enfant, peut-être avec des copines, mais juste de continuer à nourrir les autres facettes. C'est important. C'est sûr que, de ce que j'entends, il y a une relation fusionnelle là en ce moment avec votre bébé. Oh, ouais.
et voilà, c'est un passage, mais peut-être avec le temps, quand vous allez vous sentir prête, de nourrir les autres sphères. Et je pense que ça revient à ce que Madame Rim a dit, parce que ma mère a quitté sa carrière pour moi, et j'ai toujours vu cette étincelle dans ses yeux que il fallait pas qu'elle quitte sa carrière pour moi. C'est pour cela je suis entre les deux, laisser ma carrière ou rester avec mon bébé. Alors c'est sûr qu'il va falloir que vous preniez le temps de vous écouter, de vous voir ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. Mais cette notion de sacrifice dans la maternité, faire des sacrifices, moi je pense que c'est quelque chose à éviter au maximum, parce que quand on sacrifie, on a l'impression de sacrifier pour nos enfants, on a l'impression qu'ils doivent nous être redevables plus tard. Et il y a un beau poème qui s'appelle Nos enfants ne sont pas nos enfants, qui montre que nos enfants en fait nous doivent rien du tout. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, qu'on les accompagne pour qu'ils puissent à leur tour vivre leur vie et qu'ils n'ont rien à nous rendre. Et donc c'est important aussi de continuer à vivre la nôtre. Et on a un exemple aussi pour eux. Je le disais un peu plus tôt, est-ce qu'on a envie d'être l'exemple d'une maman qui se plie en mille, qui fait passer, qui essaye de faire passer tout le monde avant elle, ou plutôt une maman qui est présente, mais qui s'écoute, qui s'honore et qui continue à se faire passer en priorité, parce que c'est pas égoïste du tout. Au contraire, c'est essentiel pour être une bonne maman, une bonne amie, une bonne épouse, etc. Voilà. Oui. Je voudrais juste rajouter que à partir d'un certain moment, quand les enfants sont confiés, ils se rendent compte qu'il y a différents types de modèles en fait. Quand ils voient la maman de son ami, quand ils voient ses cousins, il y a des mamans qui travaillent, des mamans qui sont présentes, des mamans, des couples ensemble, des familles monoparentales. Ils voient ça tôt ou tard. Ça veut dire que quelque part, vous n'allez pas forcément protéger votre enfant de voir ce type de modèle ou de lui faire considérer que ce modèle de la maman qui est présente à la maison, c'est le modèle qui est bien. Il va se rendre compte qu'il y a des gens heureux dans différents modèles finalement. Donc il vaut mieux faire ce que vous voulez faire au fond. Ouais. Et Rim, il y a quelque chose que j'observe, et probablement que tu dois l'observer aussi au niveau de ta pratique, c'est que le premier enfant, on va donner énormément. Ça va être un peu la fusion, on est un peu anxieux, on veut vraiment tout faire parfaitement, qui mange le bio, qui dorme à l'heure, qu'on allaite, etc. Et donc on le fait en pensant que voilà, on l'a allaité 2 ans, il va être bien dans sa peau, etc. Et ensuite on a un deuxième enfant, et le deuxième, on n'a peut-être pas autant d'énergie et on lâche prise. Et on réalise au fur et à mesure que le dernier, avec lequel on a le plus lâché prise, est le mieux dans sa peau. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes. Le premier, c'est toujours celui qui va avoir le plus de trauma, entre guillemets, sur les épaules, parce qu'on a été beaucoup sur lui en pensant bien faire, mais finalement, ça a l'effet un peu contraire, parfois. Oui, parfois j'ai... L'aîné ? Pas toujours. C'est pas toujours celui qui excelle, mais celui qui a le plus de pression sur ses épaules. Ouais. Oui, en général, avec le premier enfant, on fait déjà le deuil de cet enfant idéal, cette extension de soi, et que l'enfant doit absolument accomplir ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. On comprend finalement que c'est une identité à part et ils feront ce qu'ils ont envie de faire parce que vous voulez qu'ils fassent pour eux. Et avec le deuxième enfant, dès qu'on a compris ce genre de choses, en général, ça se passe plutôt bien. Mais il y a des choses qui sont communes aux aînés dans une famille. On sait psychologiquement, il y a des structures plutôt communes, c'est-à-dire beaucoup plus d'exigences que les autres, mais il n'y a pas de règles. Et parfois, ce qui aide les enfants d'après, c'est la présence du grand frère ou de la grande sœur. C'est-à-dire que même avec des parents absents, la présence de ce petit être, même s'il y a une différence d'âge qui n'est pas très grande, bah, ça lui apporte une espèce de groupe, de communauté, de faire comme son grand frère ou sa grande sœur, et ça, c'est super bien aussi. C'est peut-être ça qui les rend un peu plus chill, oui. Oui, complètement. Il y a un aîné et je viens de voir une fille. Alors pour moi, l'aîné ne doit pas avoir de responsabilité. Oui. Ben, c'est comme ce que disait Lina, on n'a pas de droit sur nos enfants, on a des devoirs seulement. Il n'y a pas de droit de retour ou qui doivent absolument... c'est pas un retour sur investissement en quelque sorte. Oui.
Mais je pense que maintenant, avec la sensibilisation, le fait de mieux comprendre certaines choses, ça avance. Il y a même des séries et des films qui en parlent plutôt bien. On comprend quelque part à quel point ça nous affecte. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si j'ai le droit de parler de série ou pas. Ok, de la série Bref 2. Je sais pas si vous l'avez vue. Incroyable. Ouais. Elle est géniale. Bref 2, c'est des petits épisodes où on comprend finalement cette relation fraternelle entre deux garçons depuis la petite enfance jusqu'à après et comment ça les a affectés l'un et l'autre de manière complètement différente. Oui. Bonjour tout le monde. Alors merci beaucoup pour cette journée enrichissante. Je tiens à remercier Madame Zahra, Madame Aïcha pour ces magnifiques événements que vous nous proposez à chaque fois parce qu'en fait, je sens qu'il y a une pénurie par le Maroc par rapport au fait de véhiculer l'information. Parce que le fait de ne pas être informé, c'est la pire des choses. Moi-même, en tant que professionnelle de santé, je ressens le besoin de nourrir et d'alimenter avec le manque d'informations qu'il y a. Merci aux intervenantes. Et ma première question est pour ma chère Mariam, que j'adore. Je suis à ma deuxième grossesse. Grâce à Siderbi, grâce à Mariam, elle a sauvé mon allaitement, mon premier accouchement. Et vraiment, et par rapport à son livre aussi, notre famille, mais j'ai pas eu affaire à voir les cousins, les cousines et tout ça. Mais je suis quand on est confronté à aider, par exemple, aider la tante ou la cousine ou la chihaja. Donc, une fois accouchée, j'étais livrée à moi-même. Et c'est que par la suite que j'ai découvert son livre ou là découvert par rapport aux réseaux sociaux tout ce que fait la magnifique Zahra que j'adore et que j'apprécie, que ça soit fait de l'événement ou là les baby show ou là les événements qu'elle propose, je n'hésite pas à venir et je n'hésite pas à partager parce que vraiment la maman Menbed, elle se retrouve mskina wildet. Et avec l'avalanche, que ça soit les hormones, que ça soit tout ce qui bouscule et chamboule, et par la suite les conseils de la belle-mère, de la belle-sœur, et comme a dit Madame Rim, des fois on est à fleur de peau. C'est pas des fois. On est à fleur de peau. Que ce زعما واخا نكونوا avec le mental de guerrière, راه le moindre reproche, le moindre conseil qu'on demande pas, il fait mal au cœur. Bref, ma question pour Mariam, est-ce que à 37 semaines, ce qui circule maintenant de grossesse, de semaine d'aménorrhée, est-ce qu'on peut commencer à tirer le lait pour en faire un stock? Est-ce que c'est recommandé ou pas? Et ma deuxième question est pour Madame Rim, c'est par rapport à, je sais pas, est-ce que c'est juste de 0 à 3 ans, on a un peu parlé de 3 ans, 3 ans et demi. C'est au fait moi je ne juge personne, mais quand on pose nos enfants à l'école, certes c'est bien la sociabilisation, c'est bien le fait qu'ils soient confrontés à d'autres enfants et tout ça, mais personnellement au début je venais récupérer ma fille, on aimerait bien voir c'est qui les parents. Elle est modèle, elle est magnifique et je leur ai dit on instaure des règles et tout ça. Ma fille, ce qu'elle fait, c'est que on dirait qu'elle emmagasine toutes les bêtises et les choses de l'école. Elle peut pas, je pense, les reproduire et à la maison, ce n'est plus ce que nous on reçoit. Qu'elle est modèle, qu'elle est bien, qu'elle est magnifique. En blacks, on dirait que avec le qbahat ديال الدراري كاملين ils sont chez nous. Et c'est le non et c'est l'opposition. بحال يديك 0-3 ans اللي انا j'ai sacrifié ma carrière pour faire pause, pour allaiter, pour certes il y a pas de maman modèle, mais je me retrouve à بحال اللي كبيت الماء في الرمله مشى كلشي et je me retrouve à une petite fille insolente et tout ce que vous voulez. Et voilà, merci à l'avocate, merci à Coach Lina que je suis énormément sur les réseaux sociaux et bon courage pour tout le monde. Merci beaucoup. Mariam,
Alors tout d'abord, merci pour ton témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui au Maroc, on a la chance d'avoir des événements de qualité. Donc merci à Zahra, merci à Aïcha de les organiser et de permettre aux mamans, aux parents du Maroc d'avoir des informations et de savoir où ils vont. Alors, ta question, c'était par rapport au recueil de colostrum à 37 semaines. Alors, on peut le faire, moi je préfère attendre à 38 semaines déjà, et puis ça dépend de la situation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on recueillerait ce colostrum? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, chez une maman qui est diabétique ou qui a développé un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète pendant la grossesse, ça peut être intéressant parce que à la naissance, il y a des risques que son bébé fasse des hypoglycémies et terloscar. Donc, au lieu de complémenter avec du sérum glucosé ou bien du lait artificiel, c'est plus intéressant de complémenter avec du colostrum. Donc ça, dans ce cas, oui. Après, si c'est une grossesse normale, qui va bien, qui est apparemment qui va aller à terme, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf si ça peut vous rassurer pour si on a un bébé qui ne tète pas, si c'est un bébé qui va être qui est annoncé de petit poids, pourquoi pas? Encore une fois, dans un souci de supplémentation, au lieu de donner du lait artificiel, on donnerait du lait de maman. Maintenant, je tiens à tirer une sonnette d'alarme. Attention, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire avant d'être à terme, puisque évidemment, le fait de tirer son lait peut provoquer des contractions. Donc le faire à 34 semaines, à 35, même à 36 semaines, c'est vraiment pas c'est interdit. Je vais pas dire que c'est pas recommandé, je veux dire que c'est interdit puisque vous pouvez tout simplement accoucher prématurément. Alors que c'est vrai, des fois on se dit oui, je suis à 35 semaines, 36 semaines, je suis presque à terme. Oui, mais on est presque à terme, on n'est pas à terme et ça serait dommage de provoquer un accouchement trop tôt et se retrouver avec un bébé même à 36 semaines qui va aller en réanimation néonatale pour une détresse respiratoire, pour des hypoglycémies ou autres, tout simplement parce qu'on a voulu tirer et stocker son colostrum chez une maman qui n'en avait pas franchement besoin. Donc oui, dans certains cas et de manière vraiment bien cadrée, pourquoi pas. Après le colostrum, vous pouvez évidemment le congeler. Il y a plein de petits contenants qui font que vous pouvez le garder au congélateur encore une fois jusqu'à 6 mois, mais l'objectif c'est quand même de l'utiliser à la naissance. Donc oui, dans des cas très précis et pas avant 37-38 semaines. Et du coup, la cadence du tirage Alors, à 38 semaines, on peut le faire 2 fois, 3 fois par jour. C'est largement suffisant. Attendez-vous par contre à accoucher rapidement. Donc, assurez-vous que la chambre soit prête, que la valise soit prête surtout. Et voilà, que vous soyez ni en voyage, que votre gynécologue soit sur place également, etc. Il faut vraiment prendre tout ça en considération. Mais encore une fois, chez une maman diabétique ou qui a développé un diabète gestationnel, oui. Sinon, honnêtement, il n'y a pas vraiment l'utilité de le faire. Après, pour les mamans qui atteignent les 40-41 semaines et on a un bébé qui se fait désirer, pourquoi pas aussi tirer son lait pour provoquer ses contractions et augmenter ses chances d'accoucher par voie naturelle. D'accord, merci Mariam. Merci Mariam. Rim? Oui. Alors, si je comprends bien, votre fille, elle a plus de 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc, à l'école, elle est modèle et quand elle rentre, elle est dans l'opposition. Tout va bien. Alors ça, effectivement, ça peut être une influence de l'école, mais c'est pas toujours le cas parce qu'on a très souvent aussi le sens inverse, c'est-à-dire toute la frustration accumulée à la maison qu'on va décharger à l'école parce que les enseignantes ou les maîtresses représentent la figure d'autorité qui vient remplacer la maman ou le papa, et donc tout ce qu'on peut pas dire à la maman, on le fait à l'école. Oui. En fait, elle a passé 2 semaines à dire arrête. On dit, par exemple, fais quelque chose, elle dit arrête. Arrête pour rien. Parce qu'elle entend que arrête au fil de la journée. Certes, cette arrête n'est pas dirigée pour elle-même, mais elle nous dit arrête pour rien. Elle fait que jouer toute seule, elle dit arrête toute seule. Tellement elle l'a entendu des milliards de fois. Et c'est vrai que quand je viens la récupérer, je trouve des enfants enroulés par terre, alors qu'elle est dans une mission française et que vraiment les règles sont strictes et tout ça. Mais j'ai eu des discussions avec les éducatrices et les enseignantes qui m'ont confirmé que elles savent
départager entre les enfants qui ont été mis devant la télé précocement ou là devant la télé, livrer la télé, et les enfants ils n'ont pas été devant la télé. Et hadouk tis'abou alayhom pour mettre des règles alors qu'ils sont dans une école. Sachant bien que ma fille, je l'ai pas posée devant la télé et tout ça, d'abord chez chouïa. Donc elle me dit ce qu'elle entend la maîtresse dire à chaque fois. Bah, j'ai l'impression que chacun veut aussi se dédouaner de sa responsabilité. C'est vrai que c'est un fléau, honnêtement, l'exposition aux écrans, qui influence le psychisme des enfants, ça influence leur capacité cognitive aussi, capacité de mémoire, de concentration. Donc, il vaut mieux éviter complètement avant l'âge de 6 ans. L'exposition aux écrans, quel qu'il soit, c'est-à-dire téléphone ou les écrans ou la télé ou peu importe, ou sinon vraiment que ce soit très 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 minime, parce que notre cerveau, on est marketé 24 heures sur 24. Je crois que même nous, en tant qu'adultes, on n'arrive plus à suivre toutes les publicités qui ressortent. Dehors, il y a tellement d'informations, les affiches, etc. Notre cerveau n'est pas fait pour capter autant d'informations. D'ailleurs, on n'est pas attentif à tout parce qu'on n'est pas capable de gérer toutes ces informations. Et pour des enfants, c'est beaucoup trop, ou alors ça va accaparer toute leur attention et ils seront complètement focus dessus, à tel point qu'on perd la concentration, on développe pas d'autres choses. Donc effectivement, il faut bien choisir l'environnement de l'enfant, l'école, que ce soit, parfois c'est le cadre justement, trop de cadres, trop de limites, arrête. Moi ce que je pourrais vous recommander, c'est vraiment que ce soit des environnements qui ont été recommandés par d'autres parents, qui ont déjà mis leurs enfants dans une crèche ou une garderie, qui connaissent très bien et qui accordent un environnement un peu similaire au vôtre pour que ça ne lui change pas beaucoup non plus par rapport à la maison. Si elle vivait avec un couple toute seule, avec ses parents en tant que personne singulière, tout le monde s'occupe d'elle, elle se retrouve dans une classe par exemple où il y a tellement d'enfants, parfois c'est bien, le cadre est bien, mais ils sont nombreux aussi. Et ça peut créer justement ce sentiment de ne pas être forcément écoutée, de ne pas être comprise, et tout ça, elle va l'exprimer. Et de toute façon, chaque symptôme a un message, c'est-à-dire s'il y a un changement de comportement chez l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est en train de vous donner un message. Et l'idée, c'est de deviner ce que c'est. Oui. Parfois, il y a des enfants, vous dites que vous êtes à votre deuxième grossesse aussi, qui montrent un petit peu cette rivalité dès le début de la grossesse. J'ai pas envie de perdre ma place non plus en tant que fille, et c'est peut-être pour ça qu'elle est modèle à l'école, parce qu'elle vous voit pas, et avec vous, elle est encore dans l'opposition, elle dit non à tout. Peut-être que c'est l'occasion de lui expliquer, ou l'essentiel c'est de communiquer avec l'enfant. C'est un petit adulte et c'est un être social qui comprend absolument tout, et vous pouvez lui expliquer qu'elle va pas perdre sa place, que vous l'aimerez toujours malgré la grossesse, de la rassurer. Je pense que il y a des choses qu'on doit mettre en place pour comprendre quels facteurs vont influencer sa psychologie pour mieux y répondre. Si on comprend les obstacles, je pense qu'on peut lever les choses de cette manière. Merci beaucoup, Rim. On prend une dernière question. السلام عليكم. اول حاجه شكرا بزاف، انا فخوره ان عندنا دي زيفينمون بحال هكذا في المغرب. ام فيري براود صراحه، وكنناقشوا مواضيع اللي كتاثر على المجتمع بطريقه او باخرى، واخا الناس ما كيشوفوش الاهميه ديالها. السؤال ديالي ما عارفاش كيفاش نسولو، هو الميس ريم، ولكن كيف غنحسو غنحاول انني نسولو. انا ديجا عندي وليد، هو دابا 6 سنين، ولكن كنلقى صعوبه في second child. فما عرفتش زعما كنت very independent mother. الولد ديالي تا هو very independent، ما كانش عندي I'm not a drama queen في المotherhood، كناخذ كلشي ببساطه وكلشي. فما كنقولش بان عندي تجربه كانت صعيبه اللي مخلياني انا خايفه زعما من second child، ولكن باغا second child ولكن ما قادراش ناخذ القرار، وما عرفتش شنو هو لو بلوكاج. والحاجه الثانيه هو بزاف تيقولوا بانه راه فاش ما كيكونش الوليد الثاني ممكن الوليد الاول كيولي شويه صعيب، التصرفات ديالو كتولي ماشي سهله. اتس بيتر انه ما يكونش بيناتهم واحد الفرق كبير. واش هذا الشيء بصح؟ وشحال الفرق زعما البيرفكت اللي خصو يكون ما بين الوليدات؟ وصافي هذا هو السؤال. بالنسبه للتخوف ديال ان يكون عندك طفل ثاني،
على حساب المسؤوليه اللي عندك دابا، واش قاد عليها واش ما قاداش عليها. بعض المرات ماشي ولا بد نقدروا نكونوا اندبندنت، ولكن يلا كتجاوبي مع الاحتياجات ديال الطفل الواحد. يمكن تقدري تكوني غير ما مستعداش، يقدر يكون عوامل اجتماعيه او عوامل نفسيه. الا انت بحد ذاتك في التجربه ديالك كطفله كان عندك مشكل مع ان يكون عندك اخ ولا اخت صغيره او اخ كبير مثلا، كان عندك سوسي مثلا في لا ريفاليتي اللي كتقدري كديري بحال واحد الاسقاط، اون بروجيكسيون على هذاك لونفون فوتر انفون اللي يمكن غيحس بحالك في هذاك الموقف. جو سي با واش عندك خوتك؟ لا عندي خوتي وانا الكبيره، ولكن ما عندي كنحس ما عندي حتى شي مشكل، وانا شخصيا باغا ولكن ما قدرش ناخذ الخطوه. يعني باغا عارفه انه غيجي واحد النهار خاصني ندير سكند بيبي لانه ما باغاش ولدي يبقى بوحديته، ولكن باش ناخذ ديك الخطوه وحتى زعما الولاده ديالي وكلشي كنت بوحديتي وبالنسبه لي يعني كنشوف بانني كنت متميزه فيها، انني حاولت واخا كنت في الغربه ولات بوحدي، رديت بوحدي فور 2 years كامله. يعني حتى لا كريش حتى حسيت انه خاص ولدي كبر وخصو يدخل عاد دخلته ليها. فزعما كنحس انه ما كانتش عندي تجربه سابقه شويه قاصحه اللي مخوفاني زعما انه تكون عندي تجربه ثانيه. وجو بونس هذا البلوكاج واقيلا كيجي حتى الكابل بعض المرات فاش يلاه كيتزوجوا باش انهم ياخذوا لا ديسيزيون ديال داك الفيرست بيبي. فبحال انا جاتني واقيلا في السكند بيبي، ولكن ما عرفتش كيفاش ممكن ان نتعامل معاه. ماشي قرار اللي سهل، راه قرار اللي حيت كيف ما قلنا توتالور راه وي بيان سور واحد لا ريسبونسابيلتي اللي كبيره بزاف. هو واحد الكائن اللي مطلب منك والو، ما قالش لك عافاك بغيت نتزاد. دونك الحاجه المهمه اللي خصنا نديرو هو اننا نرجعوا واحد الكائن سعيد في حياته، اننا نجاوبوا مع الاحتياجات ديالو. ما عندك حتى شي حق عليه، عندك غير واجبات. اي سا سي تري ديفيسيل ا كونسيفوار ان يكون عندك ما يكونش عندك حقوق، ما خصو يرجع ليك. ما تقولي ليه راه انا درت عليك ولا درت عليك، هو مطلوب منك حتى شي حاجه من الاول او هي. ودونك باش انك تاخذي هذيك المسؤوليه واحد الحاجه شويه صعيبه، سواء الطفل الاول او الطفل الثاني كيف ما كان الحال. يمكن قبل كانت بالنسبه لي جينيراسيون اللي فاتوا كانت شي حاجه اللي سهله، كانت واحد الهويه ديال المراه متعلقه بزاف بالهويه ديالها كأم. دابا ولينا خدامات كنقدروا نديروا بعض الاشياء اللي كنديروا دي بروجي، كنساهموا في المجتمع بواحد الطريقه كاين ان امباكت سوسيال. دونك خصك تعرفي شنو هما الحوايج اللي انت بغيتي ديريهم وفاش هذاك الطفل الثاني او الطفل الاول غادي يقدر يمنعك فيهم. يمكن هذه المساله هي اللي خصك تجلسي مع راسك واحد شويه، وحنا راه كتجينا صعيبه اننا نجلسوا مع راسنا باش نفهموا شي حوايج. دونك غير ان مومون اللي غادي تقولي مع راسك انا شنو هاد لا غروسيس الاولى خلاتني نفتقد، شنو الحوايج اللي فقدت، شنو الحوايج اللي تزادوا عليا، واش مستعده انني نفتقد عاوتاني شي حوايج اخرين ونسترجعهم من بعد. مي ان جينيرال ما كاينش واحد الفتره محدده باش انك تكون اون دوزيام غروسيس، ما كاينش واحد الفتره اللي مثاليه باش انهم اما يكبروا مقاربين في العمر او مبعدين بزاف باش انه واحد غيتهلا في الاخر. كيف ما قلت لك ما عندكش حقوق على الطفل الاول. دونك من الاحسن هو انك تهضري حتى مع الطفل ديالك الاول فاش تاخذي القرار وتقولي ليه شنو بان لك ان يكون عندك خوك صغير او اختك صغيره، وانك تشرحي ليه. سي لو بلوز امبورطون هو هذاك التواصل. مي سينو ما كنظنش انه تخوف اللي مرضي. كيكون بعض المرات واحد التخوفات حيت شي حاجه اللي عاديه، راك افتقدتي بزاف ديال الحوايج الاجتماعيه وحتى نفسيا يلاه ولا كتبنى هذيك الهويه ديالك مع بزاف ديال لي زابيتود اللي ولاو جداد. وي شكرا. Alors, si tu permets, depuis tout à l'heure, tu dis j'ai tout fait toute seule. ربيت بوحدي، رديت بوحدي، j'habitais pas à côté de ma famille, j'habitais très loin. درت فعلت، ما دخلتوش لا كريش اتون، بقيت كنساين حتى وصل ان سيغتان. دونك راه هذه مسؤوليه اللي خديتي، يمكن انت كتهضر عليها عاديه، مي راه مسؤوليه اللي خديتي ويمكن خديتيها اكثر من اللي كان تقدري تاخذها، حيت بوحدك tu ne peux pas tout faire. et je pense غيكون هذا هو اللي خلقك au fond de toi. يعني حيت انت بالنسبه لك راه سي نورمال دو فيغ هادشي كامل توت سول، alors que nous on a besoin d'aide. راه ما يمكنش نديرو كلشي بوحدنا. وصافي غير تشجع. دابا راك في المغرب.
Merci beaucoup, shukran likum. Ou encore une fois, je tiens à remercier Mamia, notre super sponsor, de nous avoir offert ce panel. Merci à nos expertes intervenantes, c'était super intéressant. Merci à vous toutes. Merci. Toast and tea instead. I dial my mom to say hello, 'cause when you love someone you gotta let them know. I'm feeling grateful for living life. Looking at turn up the music, I wanna dance. Gather my friends around, come on, let's make a plan. We'll bring the good times, you bring the food. We get another day. كنتمناو هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني باش ما تفوتكم حتى حاجه من الحلقات الماجيه، وشاركوا هاد البودكاست مع الامهات والاباء وكل اللي غادي يهموا الموضوع باش تعم الفائده. Until next time, take care of yourselves, stay connected and enjoy the process.